Mon fiancé, l'homme avec qui j'ai partagé 12 ans de ma vie, m'a quitté pour une collègue de 26 ans avec 5 mots conçus pour me briser. Regarde-toi, tu es fini. Moins de 24 heures plus tard, dans la salle de conférence que j'avais aidé à concevoir, il a utilisé sa nouvelle promotion pour m'arracher le projet de ma vie, le client que j'avais cultivé, nourri et protégé pendant des années. Il l'a fait devant tout le monde. Il pensait pouvoir entrer dans ma vie professionnelle, le seul pilier qui me restait, et la réduire en cendres, tout comme il l'avait fait avec ma vie personnelle. Il pensait que j'allais m'effondrer, que j'allais pleurer, démissionner, disparaître. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en me volant mon plus gros client, il m'avait laissé avec quelque chose de bien plus précieux, son plus grand secret, un secret que ce client ne m'avait confié qu'à moi. Alors, cette nuit-là, quand je suis restée seule dans le silence glacial de mon propre bureau, un bureau qui me semblait soudain étranger, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas ressenti de colère. En fouillant dans une vieille boîte d'archives, ma main est tombée sur une simple note, griffonnée sur une nappe en papier 5 ans plus tôt. Et Jay ressentit un calme soudain glacial. Jay regardait cette esquisse et Jay compris. Ce n'était pas une note, c'était une arme. Ce soir-là, je n'ai pas seulement décidé de me battre. Jay décidait de devenir l'architecte de son exécution professionnelle publique et j'allais m'assurer qu'il ne verrait jamais le coup venir. Pour que vous compreniez le froid de ma détermination, vous devez comprendre la chaleur de mon humiliation. Remontons le temps de 2 semaines seulement. Imaginez la scène, la grande salle de conférence de Prestige Média, le genre d'endroit avec une table en bois si longue et si polie que vous pouvez y voir votre propre reflet fatigué. La salle est pleine, tous les directeurs de compte, les créatifs, les stratèges, mes collègues, mes amis, pensez-je. Et au bout de la table, Marc, mon Marc, ou plutôt l'ex-Marc. Fraîchement promu directeur de la stratégie, il rayonnait d'une confiance en soi qui me donnait la nausée. À côté de lui, Clara, sa nouvelle conquête, buvait ses paroles, un carnet à la main, jouant le rôle de la jeune protégée ambitieuse. Je savais que cette réunion était importante. Je pensais qu'il s'agissait de l'orientation stratégique du trimestre. J'étais tellement naïve. Marc s'est levé. Il a tapoté une pile de papier. « Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'agence entre dans une nouvelle ère. Une ère d'agressivité et d'innovation. Une ère de jeunesse. » Ses yeux ont balayé la salle et se sont brièvement posés sur moi, juste assez longtemps pour que je sente le venin. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, son sourire s'élargissant, après mûre réflexion, j'ai décidé de restructurer la gestion de notre compte le plus prestigieux, Durant Automobile. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas possible, c'était de mon compte. Sophie a fait un travail formidable pendant des années, a-t-il dit, le ton dégoulinant d'une fausse condescendance. Mais son approche s'est devenue trop confortable, trop émotionnelle. Le mot a résonné dans le silence de la salle. Émotionnel, l'insulte ultime dans ce monde d'hommes. Jay sentit des dizaines de paires d'aïeux se tourner vers moi. Personne n'a dit un mot. Personne ne m'a défendu. Je pouvais sentir la chaleur monter sur mes joues, un rouge horrible que je ne pouvais pas contrôler. Ce conte a besoin d'une vision nouvelle, a-t-il conclu, en posant une main sur l'épaule de Clara. Une vision audacieuse. C'est pourquoi je vais en reprendre personnellement la direction avec l'appui de Clara pour la planification stratégique. C'était ça, le coup de poignard. En une phrase, il ne m'avait pas seulement volé mon travail. Il avait réécrit mon histoire. 12 ans de dévouement, de succès, de relations bâties sur la confiance. Tout ça effacé et remplacé par le mot émotionnel. J'étais assise là, pétrifiée, tandis que dans ma tête, ces mots de la veille tournaient en boucle, se superposant à la scène. « Regarde-toi, regarde-la, tu es fini ». C'était une déclaration de guerre, et dans le silence de cette salle, j'ai compris que je devais la mener. Seul mon travail chez Prestige Média n'était pas juste un emploi. C'était ma forteresse, surtout le compte Durant Automobile. Je me souviens encore du jour où je l'ai décroché, il y a 5 ans. L'agence était en compétition avec 2 autres géants. Tout le monde voulait présenter des campagnes tape à l'œil, pleines de technologie et de jargon. Moi, j'ai fait autre chose. J'ai passé des semaines à rechercher l'histoire de la famille Durand, pas seulement de l'entreprise. Lors de la présentation finale, au lieu de parler de parts de marché, j'ai parlé du grand-père de Monsieur Durand, un artisan qui vérifiait chaque boulon à la main. J'ai parlé de la passion, de l'héritage.
Jay gagnait le compte non pas parce que j'étais la plus agressive, mais parce que j'étais la seule à avoir compris que Durand ne vendait pas des voitures. Il vendait une histoire de famille. Cette relation avec Monsieur Durand est devenue le socle de ma carrière. Nous parlions de tout, de ses enfants, de mes projets et de ses rêves. Il était plus qu'un client, c'était un mentor, et Marc le savait. Il avait vu les heures que J consacrait, les week-ends passés à peaufiner des détails. Il avait profité des avantages, des dîners, du prestige que ma relation nous apportait. Et maintenant, il utilisait cette même dévotion contre moi, la qualifiant de faiblesse. L'atmosphère au bureau est devenue irrespirable. Les gens qui me saluaient chaleureusement la semaine d'avant baissaient maintenant les yeux dans le couloir. C'était le camp Marc ou le camp Sophie, et personne ne voulait parier sur le perdant. Bien sûr, Jay essayait la voix officielle. C'est ce qu'on est censé faire, n'est-ce pas? Je suis allée voir mon supérieur direct, Alain, un homme avec qui j'avais travaillé pendant 10 ans. Je suis entrée dans son bureau, j'ai fermé la porte et j'ai tout expliqué. Le conflit d'intérêts évident, l'humiliation publique, le sabotage professionnel. Alain a écouté, les doigts joints, en hochant la tête. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. « Écoute Sophie, je comprends que tu sois bouleversée. Une rupture reste toujours difficile. Mon sang reste glacé. Alain, ça n'a rien à voir avec la rupture. Il utilise donc sa position pour me nuire professionnellement. Il m'a volé mon plus gros client. Il ne l'a pas volé, a-t-il corrigé doucement. Il l'a restructuré. C'est le nouveau directeur de la stratégie, il a ce pouvoir. Franchement, Sophie, tu ne penses pas que tu réagis de manière un peu excessive, un peu émotionnelle, ce mot. Encore venant de lui, c'était pire que tout. J'ai compris à cet instant que le système ne me protégerait pas. Au contraire, il protégerait Marc, l'homme, le directeur nouvellement promu. J'étais la femme blessée, l'ex-fiancée hystérique. Mes plaintes seraient toujours interprétées à travers le prisme de notre rupture. Démissionner, c'était hors de question. C'était ce qu'il voulait. Lui laisser ma carrière, ma réputation, mon client, ce serait le laisser gagner. Non. Si la porte d'entrée était fermée, j'allais trouver une autre voie, même s'il fallait dynamiter le mur. La découverte de la note sur le projet Aurore m'a donné une cible, mais comment l'utiliser? Mon premier instinct était direct, presque brutal. Je pouvais contacter Monsieur Durand en privé, lui parler du projet, court-circuiter Marc. Mais c'était risqué. Cela pouvait passer pour un acte de vengeance mesquin. Et si Monsieur Durand, par loyauté envers l'agence, en parlait à mon PDG, je serais licenciée sur le champ pour insubordination. Mon plan devait être plus subtil. Il devait se dérouler sous leurs yeux, au grand jour. La présentation finale du client était dans 2 semaines. C'était mon champ de bataille. Marc allait présenter sa vision jeune et agressive. Moi, je devais préparer une contre-présentation secrète. Jay commençait à travailler dessus la nuit, sur mon ordinateur portable personnel. J'ai engagé un modélisateur 3D freelance en ligne pour donner vie à l'esquisse de la voiture Aurore. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Marc devienne suspicieux. Il a dû me voir un soir, en partant tard. La lumière de mon bureau était encore allumée. Le lendemain, il s'est arrêté à mon bureau, un café à la main, avec son faux air amical. « Tu travailles tard ces temps-ci, Sophie. Tout va bien. Pas trop de mal à gérer tes nouveaux dossiers ?» Je l'ai regardé, le cœur battant. « Je m'en sors, Marc. Merci de t'en soucier. » Son regard s'est attardé sur l'écran de mon ordinateur, que j'avais rapidement basculé sur un tableau Excel ennuyeux. Il n'a rien vu, mais le doute était semé. À partir de ce jour, la pression a augmenté. Des emails de sa part arrivaient à des heures impossibles, demandant des rapports inutiles avec des délais absurdes, une tactique claire pour m'épuiser, pour m'empêcher de faire autre chose. Puis est venu le vrai coup dur. Le freelance que j'avais engagé m'a envoyé un message paniqué. Un de mes autres clients a vu une partie de l'esquisse sur mon écran et m'a demandé pour qui je travaillais. Il est dans la publicité. Le monde est petit. J'ai cru que j'allais vomir. Une fuite, même minime, et tout était fini. Si Marc entendait la moindre rumeur sur un projet de voiture rétro, il ferait le lien. Je l'ai payé grassement pour qu'il se taise et j'ai coupé les ponts. Mais j'étais de retour à la case départ. J'avais le concept, mais je n'avais aucun moyen de le visualiser de manière professionnelle. L'horloge tournait. Il me restait un peu plus d'1 semaine et mon plan, mon arme secrète, était en train de se fondrer. Marc était en train de gagner.
Le message du freelance a été plus qu'un simple contretemps. Ce fut la détonation d'une grenade à fragmentation dans le bunker déjà précaire de mon plan. Je l'ai lu puis relu, le cœur battant si fort contre mes côtes que j'avais l'impression que ma poitrine allait se fendre. Le monde est petit. Cette phrase anodine était devenue une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Chaque email que je recevais, chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter. La paranoïa n'était plus une simple crainte. C'était l'air que je respirais. Cette nuit-là, chez moi, mon appartement, autrefois mon sanctuaire, ressemblait à une cellule de prison. Jai débranchait mon ordinateur portable du travail, le regardant comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Était-il surveillé? Est-ce que Marc, avec ses nouveaux privilèges de directeur, avait demandé à l'informatique de suivre mon activité? L'idée n'était même pas farfelue. C'était exactement son genre. Je me suis préparé un thé, mais mes mains tremblaient tellement que l'eau chaude a débordé de la tasse, me brûlant les doigts. La douleur physique était presque un soulagement, une distraction bienvenue de la panique qui me rongeait de l'intérieur. Jai finit par appeler ma sœur. C'était ma seule encre dans cette tempête. « J'abandonne, Chloé », ai-je murmuré dans le combiné, les mots sortant comme un souffle vaincu. « Je ne peux pas, c'est trop risqué. Il va me découvrir, il va tout me prendre. » Le silence à l'autre bout du fil n'était pas un jugement, mais une écoute attentive. Puis sa voix, ferme et claire, a traversé ma brume de désespoir. « Sophie, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il peut te prendre de plus qu'il ne l'a déjà fait? Ton fiancé, c'est fait. Ta fierté. Il a essayé. Ton projet, il l'a pris. La seule chose qu'il ne peut pas te prendre, qu'est ce que tu es? Tu es la femme qui a décroché ce client avec une histoire, pas avec un PowerPoint. Ne le laisse pas te faire croire que tu n'es que la somme de ce qu'il t'a laissé. Bats à tout, pas pour te venger. Batte-toi parce que tu le mérites. » Ces mots n'ont pas fait disparaître la peur, mais ils ont rallumé une minuscule veilleuse dans l'obscurité. Assez pour survivre à la nuit. Le lendemain, au bureau, l'étau ceste resserré. Marc avait clairement senti que quelque chose se tramait, ou peut-être prenait-il simplement un plaisir sadique à me voir me débattre. Il a lancé une offensive de micro-sabotage, une guérilla administrative conçue pour me noyer. À 9h03, un email avec 10 personnes en copie, dont notre PDG. « Sophie, pourrais-tu me fournir les chiffres de performance du T3 de l'année dernière pour le compte Durand avant 11h? Jen a besoin pour une projection urgente. » Une demande absurde. Ces chiffres étaient archivés, nécessitant des heures pour être extraits et compilés. C'était un test, une démonstration de force. Je me suis exécutée, sacrifiant toute ma matinée à cette tâche inutile, le sentant observer mon bureau depuis le sien, savourant chaque seconde de mon labeur forcé. À 14h15, alors que je travaillais sur un autre dossier, une fenêtre de dialogue est apparue sur mon écran. L'accès au dossier partagé, clients actifs, a été modifié. Jai essayait d'ouvrir le fichier sur lequel je travaillais. Accès refusé, mon sang cesse glacé. Jai appelé le service informatique. « Ah oui, Mademoiselle Richard », a dit une voix jeune et indifférente. Marc a demandé une réorganisation des permissions pour son équipe stratégique. Vous n'avez plus les droits d'écriture sur ce répertoire. J'étais en train d'être effacé, numériquement, un dossier à la fois. Le point culminant de cette torture psychologique a eu lieu à 16h lors de la revue créative hebdomadaire. C'est là que tout a basculé. La réunion se déroulait comme d'habitude, une succession de jeunes créatifs présentant des idées pour des bannières web et des campagnes sur les réseaux sociaux. Puis, ce fut le tour de Jean-Luc, le chef du design graphique. Il était une institution chez Prestige Media, une relique d'une autre époque. Il portait des vestes en tweed et parlait de l'espace négatif et de la règle d'or avec une sincérité qui semblait presque touchante dans notre monde obsédé par les clics. Il était bon, vraiment bon. Mais son classicisme était devenu un anachronisme et Marc en avait fait sa cible favorite. Jean-Luc a présenté une proposition de logo pour un nouveau client, une petite maison d'édition de livres d'art. Son travail était magnifique, élégant, intemporel, intelligent. Il y avait une subtilité dans le choix de la police, une harmonie dans les couleurs que seule une vie de pratique pouvait produire. Quand il a terminé, un silence respectueux s'est installé. Puis Marc a pris la parole, se penchant en avant, un sourire carnassier aux lèvres. « Merci Jean-Luc, c'est très propre, très 1998.
La salle a gloussé nerveusement. Jean-Luc n'a pas bronché, mais j'ai vu ses doigts se crisper sur le bord de la table. Marc s'est levé et s'est approché de l'écran comme un professeur s'adressant à un élève lent. « Regarde le problème ici, qu'est-ce que tu penses encore en termes d'impression, de papier ? Nous sommes en 2025, Jean-Luc. On a besoin de quelque chose de snackable, de disruptif, un logo qui fonctionne en 16 pixels de côté pour un favicon. Ton truc, là, ça ressemble à l'entête de lettres de mon grand-père. Il a tapoté l'écran avec condescendance. C'est un design de musée. Mignon mais mort. On va laisser les jeunes s'en occuper. Merci pour ton effort. » L'humiliation était totale. Public chirurgical. Ce n'était pas une critique constructive, c'était une exécution. Marc a anéanti non seulement la proposition de Jean-Luc, mais Jean-Luc lui-même, le réduisant à une antiquité obsolète. J'ai vu Jean-Luc ranger ses affaires, le visage impassible, mais ses épaules étaient voûtées. Il a traversé la pièce pour sortir, et nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Dans ses yeux, j'ai vu la même chose que je ressentais au fond de mon âme. La douleur sourde d'être jugé fini par un monde qui ne comprend plus votre valeur. En cet instant, ce ne fut pas une illumination, mais une décharge électrique. Ma sœur avait tort, je ne pouvais pas le faire seule. Mais peut-être que je n'étais pas la seule à vouloir me battre. L'ennemi de mon ennemi. J'ai attendu. Je ne l'ai pas suivi, c'eût été trop évident. J'ai attendu la fin de la journée. Le bureau s'est vidé. Le bruit des claviers a été remplacé par le bourdonnement lointain des serveurs. Marc et Clara sont partis ensemble, riant, bras dessus, bras dessous. La vision m'a à peine s'effleurer. J'étais au-delà de la jalousie personnelle. J'étais en mode mission. Je l'ai trouvé dans la salle des archives, au sous-sol. Un endroit que personne ne visitait plus, rempli de vieux cartons de campagne passée. Il était assis sur un tabouret, feuilletant un vieux livre d'art, probablement pour se rappeler une époque où son talent était célébré. L'odeur de papier vieilli et de poussière flottait dans l'air. Jean-Luc, ma voix a résonné dans le silence. Il a levé la tête, surpris. Il s'attendait probablement à voir un agent de sécurité. Je me suis approchée lentement. Je n'ai pas parlé de la réunion. Je n'ai pas parlé de Marc. Jay pointait le livre qu'il tenait. « C'est un Bodoni, n'est-ce que pas la police de caractère ?» Un éclair d'étonnement a traversé son regard. « Vous vous y connaissez, Jay a pris des meilleurs, » ai-je dit doucement en m'asseyant sur une pile de magazines en face de lui. Jay toujours admiré votre travail sur la campagne du Théâtre National il y a 10 ans. Le programme que vous aviez conçu, c'était de l'art. Il racontait une histoire avant même qu'on lise le premier mot. C'était la vérité. Je me souvenais de ce projet. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais voulu travailler chez Prestige Media. Il a fermé le livre, un léger sourire triste aux lèvres. Une autre époque. Aujourd'hui, on me demande de faire des logos qui ressemblent à des applications de livraison de repas. Le talent ne se démode pas, Jean-Luc, ai-je affirmé. Seuls les spectateurs deviennent aveugles. Jay fait une pause, le laissant absorber mes mots. C'était le moment. J'ai un projet. Un projet qui nécessite un artiste, pas un créateur de contenu. Un projet qui repose sur l'héritage, l'élégance et l'âme. Mais c'est un projet non officiel, dangereux même. Il m'a regardé, ses yeux plissés, l'intelligence vive derrière la façade lasse. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un simple travail de freelance. Dangereux comment ? Dangereux pour ceux qui croyant que le passé est sans, mort, ai-je répondu, en sortant de mon sac une copie de l'esquisse de la nappe. Je ne lui ai pas tendu, je l'ai simplement posé entre nous, sur un carton d'archives. La silhouette de l'aurore semblait presque fantomatique sous la faible lumière du néon. Il s'est penché, a chaussé ses lunettes. Il n'a pas touché le papier, comme s'il était sacré. Il l'a étudié pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'ai entendu le grondement lointain du métro, le tic-tac d'une horloge murale quelque part. Mon plan entier reposait sur sa réaction. Finalement, il a relevé la tête. La lassitude avait disparu de ses yeux. À la place, il y avait une flamme que je n'avais jamais vue auparavant. Une flamme de créateur qui reconnaît une œuvre digne de son talent. C'est le rêve d'une client, ai-je expliqué. Et notre stratégie agressive est de lui vendre un cauchemar de science-fiction. Marc, a-t-il simplement dit. Ce n'était pas une question, j'ai hoché la tête. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans l'espace confiné. Une simple modélisation 3D ne suffira pas. C'est ce qu'un amateur ferait. Il faut lui donner vie. Il faut que l'on sente le métal froid sous le soleil du matin.
Il faut entendre le silence, juste le bruit du vent. Il faut raconter une histoire en 10 secondes. Une animation, courte puissante, pas de musique techno, juste un piano, quelques notes. Il parlait avec une passion que je ne lui connaissais pas. Il n'était plus la victime de Marc. Il était redevenu l'artiste. Comment faire ça sans que personne ne le sache, ai-je demandé. Ma voix, à peine un murmure. Pas ici, a-t-il dit. Le réseau de l'entreprise est une passoire. Jay, un studio à la maison. Du matériel qui n'a pas été mis à jour par notre service informatique. Des logiciels qui ne laissent pas de traces. On communiquera via des messageries cryptées. On utilisera des noms de code. On deviendra des fantômes. C'est ainsi que notre conspiration est née. Pas dans une salle de réunion, mais dans une cave poussiéreuse, au milieu des fantômes des campagnes publicitaires passées. Le plan a changé. Il n'était plus seulement défensif. Il est devenu offensif et infiniment plus intelligent. Nous n'allions pas simplement présenter une alternative à l'idée de Marc. Nous allions utiliser sa présentation comme un repoussoir. Son bruit allait rendre notre silence assourdissant. Son arrogance allait mettre en lumière notre humilité. Les nuits suivantes, nous avons travaillé sans relâche. Il modélisait, animait, choisissait chaque texture, chaque reflet avec un soin maniaque. Je peaufinais la narration, réduisant mon texte à sa plus simple, sa plus pure expression. Moins de 10 phrases, chacune pesée, ciselée. Une nuit, alors que nous étions sur un appel vidéo crypté, partageant nos écrans, nous avons eu une peur bleue. La connexion a été brièvement interrompue et un message d'erreur inhabituelle est apparu sur mon écran mentionnant une surveillance du réseau. La panique m'a saisie. Était-il sur nous, Jean-Luc, avec un calme surprenant, m'a guidé pour vérifier les processus de mon ordinateur. C'était une fausse alerte, une mise à jour de sécurité de routine. Mais l'adrénaline qui a suivi a cimenté notre partenariat. Nous n'étions plus seulement un directeur de compte et un designer. Nous étions 2 soldats dans la même tranchée, partageant le même risque, visant le même ennemi. À la veille de la présentation, Jean-Luc m'a envoyé le fichier final, une vidéo de 15 secondes. Je l'ai ouverte. C'était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. La voiture Aurore n'était pas juste un modèle 3D. Elle avait une âme. Elle roulait sur une route de campagne déserte, le soleil levant se reflétant sur son capot chromé. C'était une peinture en mouvement, une pure poésie visuelle. Jean-Luc avait ajouté une dernière touche de génie. À la toute fin, la caméra s'attardait sur le rétroviseur de la voiture. Et dans le reflet, on ne voyait pas la route derrière, mais une image fugace, presque subliminale, de la première voiture conçue par le grand-père de Monsieur Durand. Le passé et le futur réunis en un seul plan. J'ai fermé mon ordinateur, les larmes aux yeux. Le piège était prêt. C'était une œuvre d'art. Et le lendemain, nous allions l'utiliser comme une arme. Le matin de la présentation, je me suis réveillée avant mon réveil. Le sommeil n'avait été qu'une trêve fragile, pas un repos. Dans l'obscurité de ma chambre, j'ai repassé le plan une dernière fois. Pas le plan de la présentation, mais le plan de bataille. Chaque variable, chaque risque, chaque issue possible. Il y avait 1 millier de façons pour que cela tourne mal, et une seule pour que cela réussisse. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Sous la douche, j'ai laissé l'eau glacée couler sur moi, un choc délibéré pour aiguiser mes sens et chasser les derniers vestiges de peur. La peur était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Aujourd'hui, il ne fallait que du calme, du contrôle, du froid. En choisissant mes vêtements, j'ai délibérément évité tout ce qui pouvait être interprété comme une armure. Pas de tailleur pantalon strict, pas de couleur sombre et intimidante. J'ai choisi une robe simple, d'un bleu profond et des talons bas. Je ne venais pas pour me battre, je venais pour rétablir la vérité. Mon apparence devait refléter la confiance, pas l'agressivité. Devant le miroir, mes mains étaient parfaitement stables. Alors que j'appliquais mon maquillage, c'était un rituel, la construction d'une masque de sérénité. Chaque coup de pinceau était un coup de pluie porté à l'image de la femme émotionnelle et finie que Marc avait tenté de créer. La femme dans le miroir n'était ni l'une ni l'autre. C'était une stratège. Ma sœur a appelé, comme promis. Sa voix a été le dernier contact avec mon ancien monde. Un monde de sentiments simples et honnêtes. Prête m'a-t-elle demandé. « Je crois », ai-je répondu en regardant par la fenêtre la ville qui s'éveillait. « Ne pense pas à lui, Sophie. Ne pense pas à la vengeance. Pense à ce déjeuner d'il y a 5 ans. Pense à Monsieur Durand te racontant son rêve.
Aujourd'hui, tu ne détruis pas Marc, tu honores un rêve. C'est toute la différence. Elle avait raison. Ce n'était pas un acte de destruction, c'était un acte de création. Et cela m'a donné la force finale dont j'avais besoin. Le trajet jusqu'au bureau était surréaliste. Les mêmes rues, les mêmes feux rouges, mais tout semblait différent, comme si je le voyais à travers un filtre. En entrant dans le hall de Prestige Média, le brouhaha habituel des conversations matinales m'a frappé. J'ai commencé ce que j'appelais dans ma tête la longue marche, le chemin de l'ascenseur jusqu'à la salle de conférence, à travers l'open space. C'était un véritable champ de mine sociale. Des têtes se sont baissées sur des claviers à mon approche. D'autres se sont tournées pour chuchoter. J'ai capté le regard de quelques collègues qui m'ont offert un minuscule hochement de tête. Un soutien si discret qu'il était presque invisible. C'était suffisant. Et puis, il y a eu l'acte final de la mise en place du piège. C'était la partie la plus risquée, celle qui reposait entièrement sur l'arrogance de Marc. Jean-Luc était déjà dans la salle de conférence, s'affairant autour du projecteur et des ordinateurs. Pour tout le monde, il n'était que le technicien senior, le vieux que Marc avait relégué aux tâches ingrates. Marc est entré dans la pièce comme un conquérant, flanqué de Clara et de 2 jeunes stratèges qui le regardaient avec une admiration béate. Il a vu Jean-Luc et a souri avec mépris. Alors, Jean-Luc, on s'assure que la technique est à la hauteur de mon génie. Fais en sorte que les couleurs de ma présentation pètent bien. Je veux que le vieux Durand en prenne plein les yeux. Tout sera parfait, monsieur, a répondu Jean-Luc d'une voix neutre, sans même le regarder. C'était le moment. Le PDG est arrivé, suivi de près par monsieur Durand et son fils. Marc s'est immédiatement précipité vers eux, leur serrant la main avec trop de force, riant trop fort, monopolisant toute leur attention. Tous les yeux étaient sur lui, sauf les miens. Mes yeux étaient sur Jean-Luc. Avec un calme olympien, il a y inséré une clé USB noire et anonyme dans le port de l'ordinateur de la salle. 1, 2, 3 clics de souris. Une fenêtre de transfert de fichiers est apparue et a disparu en moins de 5 secondes. Il a caché le fichier vidéo. Notre fichier, Aurore, en MP4, non pas sur le bureau mais au fin fond d'un dossier système nommé Drivers Audio Legacy, un endroit où personne ne penserait jamais à regarder. Il a retiré la clé, l'a glissée dans sa poche, puis a commencé à essuyer l'écran du projecteur avec un chiffon. L'opération entière a duré moins de 30 secondes. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, nos regards se sont croisés. Il m'a fait un clin d'œil si rapide et si subtil que si je ne l'avais pas attendu, je l'aurais manqué. Le piège était armé. Je me suis assise à ma place désignée, à l'écart du groupe principal, exactement là où Marc voulait que je sois, dans la marge. Jay prit la télécommande de la présentation qui était sur la table. Elle était froide et lourde dans ma main. Mon arme. Le spectacle de Marc a commencé. C'était un assaut sensoriel, une cacophonie. La musique techno pulsait, les diapositives passaient à une vitesse épileptique, pleine de graphiques complexes et de jargon incompréhensible. Des slogans comme « synergie disruptive » et « monétiser »,« l'héritage » clignotaient en lettres néon. Les images montraient des jeunes gens magnifiques conduisant des voitures qui ressemblaient à des insectes métalliques à travers des villes dystopiques éclairées au néon. C'était une présentation qui criait son propre besoin de validation. Mais je ne regardais pas l'écran. Je regardais monsieur Durand. Au début, il était poli, hochant la tête aux moments appropriés. Puis après la 3e diapositive, Jay vit son sourire se figer. Subtilement, ses yeux qui brillaient de curiosité au début sont devenus plats, vides. Il a jeté un regard rapide à son fils, un regard qui disait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» À mi-parcours, alors que Marc parlait avec enthousiasme d'une intégration NFT dans le tableau de bord, j'ai vu monsieur Durand prendre son stylo et commencer à gribouiller sur son bloc-notes. Il n'écoutait plus. Il s'était évadé. C'était le signe que j'attendais. Marc était en train de perdre son public et il était si aveuglé par sa propre brillance qu'il ne s'en rendait même pas compte. Quand il a terminé sur une image finale criarde, le silence dans la pièce était assourdissant. Ce n'était pas un silence de respect, c'était un silence de gêne. Les quelques applaudissements qui ont suivi étaient clairsemés, presque douloureux à entendre. Marc, lui, était radieux. Il pensait avoir réussi. Il s'est rassis, a croisé mon regard et m'a adressé un sourire suffisant. Un sourire qui disait « Game over ». Le PDG, sentant le malaise palpable,
Ceste levé pour tenter de sauver les meubles. « Eh bien, merci Marc, pour cette vision très avant-gardiste. Monsieur Durand, nous sommes convaincus que cette nouvelle direction est… » Il cherchait ses mots, voyant bien que le client était tout sauf convaincu. Ceste, alors que dans un dernier effort pour renouer le contact, il Ceste tournait vers moi, son dernier recours, la gardienne de l'ancienne relation. « Sophie, vous avez géré ce compte pendant des années. Un mot à ajouter, c'était mon signal, l'invitation que j'attendais. Je me suis levée, lentement, le cœur battant, mais la voix stable. J'ai pointé la télécommande vers l'écran. Un clic. L'écran est devenu noir. La présentation agressive de Marc a été effacée. Un souffle collectif a parcouru la salle. Dans l'obscurité et le silence soudain, tous les regards étaient fixés sur cet abîme noir. Puis, sans un mot, j'ai cliqué à nouveau. Pas de son, pas de slogan, juste une image, apparaissant doucement comme un souvenir. La voiture Aurore, baignée dans la lumière dorée de l'aube. Et en dessous, le seul mot qui comptait. Aurore, Jai laissait l'image s'imprégner pendant plusieurs secondes, puis Jai commençait à parler, ma voix calme et posée. Je crois que dans notre quête pour l'avenir, nous avons oublié la chose la plus importante. Nous avons oublié de vous écouter. Mes yeux n'ont jamais quitté Monsieur Durand. Jai racontait l'histoire de notre premier déjeuner, l'histoire de son grand-père, l'histoire de l'équisse qu'il avait dessinée sur une nappe en papier, un geste si simple et si profondément humain. Vous ne m'avez pas parlé de part de marché ce jour-là, monsieur. Vous m'avez parlé d'un rêve, le rêve de rendre le passé éternel. Puis, j'ai lancé la vidéo de Jean-Luc, les 15 secondes les plus silencieuses et les plus puissantes de l'histoire de Prestige Média. Les douces notes de piano ont rempli la salle. La voiture roulait, majestueuse et sereine. Et à la fin, le reflet du passé dans le rétroviseur. Le silence qui a suivi était d'une nature complètement différente. Il était plein d'émotion, de respect. Monsieur Durand fixait l'écran, les lèvres tremblantes. Il ne pleurait pas, mais ses yeux brillaient d'une émotion intense. Il avait été vu, il avait été entendu. C'est là que Jai finalement regardait Marc, son effondrement Ceste déroulé en plusieurs étapes, comme un film au ralenti. D'abord, la confusion. Il regardait l'écran, puis moi, fronçant les sourcils. Il ne comprenait pas. C'était un bug, une erreur. Puis, alors que je racontais l'histoire de la nappe, la reconnaissance a frappé. Une vague de froid a envahi son visage. Il s'est souvenu que j'étais là, que j'avais cette relation qu'il avait toujours jugée sans importance, trop émotionnelle. Ensuite, la panique. Son regard a darté vers le PDG, cherchant du soutien, une interruption. Mais le PDG était fasciné par l'écran. Il a regardé Clara, mais elle était livide, réalisant l'ampleur de l'erreur qu'ils avaient commise. Il était seul. Et enfin, l'annihilation. Lorsque Monsieur Durand s'est levé et a commencé à applaudir, le son de ses mains frappant l'une contre l'autre a été comme un coup de marteau de juge. Le visage de Marc s'est vidé de tout sang, de toute arrogance. Son sourire triomphant s'est effondré en un masque de stupeur et d'humiliation pure. Le garçon en or, le visionnaire, le nouveau directeur de la stratégie venait d'être démasqué devant tout son public comme un imposteur. Un vendeur de pacotille qui avait essayé de vendre un gadget en plastique à un maître artisan. Sous les applaudissements qui grandissaient pour devenir une ovation, il est resté assis, pétrifié. Il n'était pas seulement vaincu, il était devenu transparent. La fin de la réunion a été comme le réveil brutal d'un mauvais rêve pour tout le monde, sauf pour moi. Pour moi, c'était le début de la clarté. Monsieur Durand a cessé d'applaudir et s'est approché, traversant la pièce en ignorant complètement Marc, qui était toujours figé sur sa chaise comme une statue de sel. Il s'est arrêté devant moi, ses yeux encore humides. Il n'a pas souri. Il m'a juste regardé avec un profond respect. « Vous avez écouté, Sophie ?» a-t-il dit, sa voix basse mais portant dans le silence revenu. « Dans ce monde où tout le monde crie, vous avez écouté. » C'est la chose la plus rare et la plus précieuse. Il a ensuite jeté un regard glacial par-dessus son épaule en direction du PDG. Mon entreprise travaillera avec elle, uniquement avec elle. Est-ce que Claire, le PDG, pâle et visiblement secoué, a bégayé un parfaitement clair « Monsieur Durand ». Absolument. Monsieur Durand m'a ensuite serré la main. Sa poignée était ferme, celle d'un homme qui a passé sa vie à construire des choses solides. Demain, 9h, dans votre bureau,
Nous parlerons de la suite du projet Aurore. Il a appuyé sur le mot « votre » avec une intention qui était un verdict en soi. Puis avec son fils, il est sorti de la salle, ne jetant pas un seul regard en arrière. La salle s'est vidée dans un silence gêné. Les gens partaient rapidement, évitant de croiser le regard de Marc. C'était comme si une source de radioactivité venait d'être exposée en son centre. Personne ne voulait être contaminé. Je suis restée debout, calmement, en rangeant mes notes. Jay vit le PDG s'approcher de Marc et lui murmurer d'un ton glacial. « Mon bureau. Maintenant, je n'ai pas suivi. Je n'en avais pas besoin. La justice n'a pas besoin de spectateurs pour être rendue. » Je suis retournée à mon propre bureau, le chemin semblant cette fois complètement différent. Les mêmes personnes qui baissaient les yeux le matin même me regardaient maintenant avec un mélange de crainte et d'admiration. Le pouvoir dans un environnement d'entreprise est une chose fluide. Il venait de changer de camp, de manière sismique et indiscutable. 1 heure plus tard, un email est arrivé dans la boîte de réception de tout le personnel de l'étage. Expéditeur, H-objet, changements organisationnels. Le message était court, d'une brutalité administrative. Nous vous informons que Marc a quitté ses fonctions de directeur de la stratégie, avec effet immédiat. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. La formule consacrée pour un licenciement sans cérémonie. En levant les yeux, Jay vit 2 agents de sécurité escorter discrètement un Marc au visage gris vers l'ascenseur, une seule boîte en carton dans les bras. Il ne portait pas les projets, les dossiers, les trophées, juste quelques effets personnels. Le roi déchu, quittant son royaume en silence. Le lendemain matin, un autre email est arrivé. Une note de service du PDG. Pour mieux répondre aux besoins de nos clients les plus prestigieux et valoriser l'importance de la narration de Marc, nous sommes heureux d'annoncer la création d'une nouvelle division, Marque et héritage. Cette division sera dirigée par Sophie Richard, qui est promue au poste de vice-présidente. Sa première mission sera de superviser le lancement mondial de la prochaine campagne Durand Automobile. La note mentionnait également une autre promotion. Jean-Luc sera le directeur de la création de cette nouvelle division afin d'assurer l'excellence visuelle et l'intégrité artistique de nos projets. Jay sourit. J'avais insisté sur ce point lors de ma brève conversation avec le PDG la veille. Ma victoire devait aussi être la sienne. Mon nouvel ordre s'est installé, non pas avec fracas, mais avec une quiétude satisfaisante. Clara a démissionné avant la fin de la semaine. Les jeunes stratèges qui gravitaient autour de Marc se sont fait très discrets, cherchant de nouvelles allégeances. Mais l'atmosphère générale n'était pas à la peur, c'était au soulagement. Jay réalisait que l'arrogance de Marc n'avait pas seulement empoisonné ma vie, elle avait empoisonné la culture de l'agence. Mon ascension, basée sur l'écoute et le mérite, était perçue comme une bouffée d'air frais. Quelques jours plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau, l'ancien bureau de Marc, ironiquement, mais plus grand, et avec une meilleure vue d'angle. Les cartons étaient encore empilés contre le mur. Jean-Luc est entré sans frapper, une tasse de café à la main. J'ai les premières esquisses pour la campagne Aurore, a-t-il dit, un sourire franc sur le visage. Il avait l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. Il a étalé les dessins sur ma grande table vide. Ils étaient magnifiques, pleins de lumière, d'espace et de respect. « C'est parfait, Jean-Luc », ai-je dit en passant mes doigts sur le papier. Nous sommes restés là un instant, en silence, à regarder non pas un plan de travail, mais le début de quelque chose de nouveau, de propre, de juste. La guerre était terminée. Il n'y avait pas eu de cris, pas de vengeance sordide, juste une démonstration silencieuse que le talent, la vérité et l'écoute seront toujours, à la fin, plus puissants que le bruit et l'arrogance. Marc avait dit que j'étais ce fini. Il avait raison. Cette Sophie, celle qui acceptait de vivre dans l'ombre de son ambition, celle qui liait sa valeur à son approbation, était bien finie. À sa place se tenait une femme qui venait de découvrir que sa plus grande force n'était pas dans sa capacité à plaire, mais dans sa capacité à écouter. Et sa nouvelle histoire ne faisait que commencer.